réaction, oui, derrière. Bonsoir, bonsoir. Olivier. Il nous reste 20 minutes à peu près ensemble. Donc, hein, je 20, vais 25. intervenir rapidement pour les médias, puisqu'en fait, j'ai monté des chroniques sécurité pour les radios France Bleu et France Info, donc au niveau national. Donc moi, quand on est venu me voir, je suis allé voir naturellement en fait les secouristes qui sont mes amis des sapeurs-pompiers de Savoie. On a monté en place des chroniques sécurité pour expliquer tout simplement, il y a un orage qui arrive, qu'est-ce qu'on fait il y a un risque, une pente neigeuse qui amène un risque, qu'est-ce que je peux faire, etc. Suite à ça, en fait, j'ai eu des retours parce que je travaille aussi dans un magasin et je loue au quotidien du matériel de montagne. Donc je suis amené à louer ou à ne pas louer, à refuser la location de matériel pour des gens qui veulent aller faire du ski de rando alors qu'il y a des risques avalanches élevés. Donc vous imaginez un peu, je suis amené à rencontrer du grand public et du public averti. On parlait, c'est vrai, de publics qui sont encadrés. Moi, je suis à la FFME avec Frédéric qui est à côté de moi. On parlait du club alpin français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des pratiquants sont des pratiquants non encadrés, qui ne font pas partie d'associations, qui ont un accès libre à la montagne. Là, on n'a pas parlé, c'est un beau terrain de jeu, accès libre. Mais qui sera libre combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, je peux accéder en toute impunité à une via ferrata, alors qu'une via ferrata ou un canyon, on sait très très bien qu'en fait, c'est des lieux de risque très élevés, mais qu'on ne calcule pas. Là, on parlait de niveau de risque d'engagement. On va en haute montagne, peu de gens réellement vont en haute montagne par rapport au nombre de pratiquants qui vont enterrer une vie de garçon dans une via ferrata, alors qu'ils sont déjà alcoolisés et à qui on refuse la location de matériel parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que c'est une force de choc, une chute, et parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de pratiquants qui sont des citadins, alors les citadins, on peut les trouver à Bourg-Saint-Maurice, on n'est pas obligé de les trouver à Lyon, qui ont une méconnaissance en fait du risque de la verticalité ou de la montagne, et à qui on va devoir amener un peu d'éducation en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures, et à qui il va falloir donner des réponses très rapides. Et ce n'est pas des réponses qui font rêver, malheureusement. C'est pas, on est des pratiquants de haut niveau, parce qu'on est aussi des pratiquants, mais simplement dire, attention, la montagne, on n'y va pas n'importe comment, comme en mer, hein, on ne va pas n'importe comment en mer, et simplement, il faut respecter le milieu montagnard. Enfin, se respecter soi-même aussi, d'ailleurs, en l'occurrence. Tout à fait. La réaction de Viviane là-dessus. Oui, moi, en tout cas, à nouveau, je pense que c'est important de ne pas stigmatiser, parce qu'effectivement, des gens alcoolisés qui arrivent en montagne, et effectivement, ça fait des accidents. Des gens qui ne connaissent pas cet environnement et qui partent vraiment de manière complètement naïve, ça peut se produire, mais je pense que c'est important de savoir que dans toutes les pratiques, que les professionnels ne sont pas exempts d'accidents, que le haut niveau n'est pas exempt d'accidents, et que chacune de ces catégories et de ces pratiques a sa propre thématique accidentologique, hein, que ça ne va pas être la même chose qu'un guide qui a 25 ans d'expérience ne va pas se faire coincer de la même manière qu'un naïf qui a 3 grammes et qui part faire l'imbécile pour enterrer sa vie de garçon. Hein, on est bien d'accord, mais c'est vraiment important de ne pas stigmatiser, simplement que les personnes qui seraient en difficulté en montagne seraient des gens complètement inconscients et qui partent et qui ne connaissent pas. Hein, je crois que c'est important de... Viviane, est-ce que c'est ce que vous venez de dire, et cet échange est intéressant, est-ce que c'est une spécificité un peu française de voir les choses, alors pardonnez-moi l'expression, c'est pas comme ça que vous l'avez exprimé, mais parfois de manière un peu très moralisante, voire parfois religieuse. Encore une fois, vous l'avez pas exprimé comme ça, mais est-ce que c'est... Vous avez sans doute étudié, est-ce que c'est en France qu'on a ce sentiment-là les gens, effectivement, il faut... Encore une fois, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais les éduquer, il y a les sachants et ceux qui ne savent pas, et les pauvres qui ne savent pas, il faut les prendre avant qu'ils montent. Est-ce que vous pensez que c'est français ? Alors, je pense que votre deuxième mot-clé est beaucoup plus judicieux, c'est-à-dire la dimension religieuse, dans le sens où il y a des initiés et des non-initiés. Et ça, c'est une dimension anthropologique.
et où on va C'est avoir... bien l'anthropologue que je m'adresse, oui. Voilà. Et donc, ça c'est bien quelque chose qu'on va retrouver. Il y a des gens qui sont initiés, donc ceux-là auraient quelque part la légitimité de se présenter et en principe, en tout cas, voilà, il y aurait une sorte de protection un peu magique. Et puis de l'autre côté, les non-initiés qui n'ont rien à foutre là et qui, en gros, vont... Bon, ça n'a pas été dit comme ça, je précise. Mais... Oui, 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 tout à fait. Oui, Hein, je ne reprends pas du tout la pensée de monsieur, mais en revanche, où là, ça serait une espèce de transgression d'un tabou, qui n'ont rien à faire en montagne. Et alors, d'accord, ça, je crois qu'on est d'accord. Est-ce que c'est plutôt français? Est-ce que c'est plutôt le milieu montagne français? C'est important parce que, bon, je vous annonce d'ores et déjà qu'en novembre, Montanéa organisera une grande manifestation sur ces thèmes-là. Hein. Donc c'est pour ça que j'anticipe aussi un peu, mais on en parlera. Mais est-ce que c'est franco-français? Ce qui est sûr, en tout cas, de moraliser à ce point-là la montagne, et notamment dans sa dimension en plus dramatique. C'est une chose c'est un trait qui va être plus marqué en France qu'en Suisse. Pour quelle raison? Pour une raison en fait identitaire, c'est que la montagne en France est une denrée quand même marginale par rapport à une culture littorale, hein, ce qui n'est pas vrai chez les Suisses par exemple. Donc effectivement, on a une construction sociale qui est assez différente, et du coup, on va avoir des clivages et des stigmatisations qui auront moins cours dans des pays qui sont plus montagnards de manière Liv, globale. tu l'as vécu toi dans tes déplacements, je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs, pardon. C'est quoi? D'accord. Pardonne-moi, mais je cherchais le micro. Je pense que, en fait, on observe quand même qu'il y a une perception différente par les autres nationalités. Enfin, moi, je le vois. Je suis souvent avec des étrangers, des Scandinaves ou des Américains ou même des Autrichiens. La perception est différente, ouais. Plus cool, plus cool, plus... Alors là, c'est un vaste sujet parce que c'est différent sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'aspects. Mm-hmm. On y reviendra alors. Ça peut prendre du temps. Non, mais je voulais rajouter un truc là-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure avec Aurélien, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé là, des secours. Parce que ça joue beaucoup sur cet aspect moral. Puisqu'en France, les secours sont gratuits. Et systématiques. Et donc, et Aurélien me disait que c'est quasiment le seul pays au monde qui fait ça. Et donc ça change beaucoup la donne au niveau moral, puisque quand il y a des polémiques, que ce soit sur la spéléo, l'alpiniste ou ailleurs, le problème de l'argent... Combien ça coûte? Oui, il y a un problème central. Il y a le problème de l'argent, et puis il y a le problème du risque qu'on fait courir aux secouristes. Hein, mais le problème de l'argent n'est pas un moindre problème dans la sphère médiatique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qu'on pose beaucoup plus en montagne que lorsqu'il y a des sauvetages en mer, ou lorsque des gens complètement sous... il y avait une grosse polémique en spéléologie sur le fric. La question de la gratuité des secours, puisqu'ils sont gratuits partout, la polémique se passe surtout sur des terrains accidentés de montagne. Ça, c'est votre paranoïa de montagnard. C'est pas de la paranoïa, puisque... C'est vrai qu'en mer, il y a exactement le même problème au niveau de la mer. Et en plus, qui est beaucoup plus vaste, parce qu'en mer, ça déclenche un secours international, donc qui pose encore plus de problèmes. Alors, on y reviendra peut-être. On redonne la parole. Il y a une demande et une autre ensuite là-bas. Oui. Non. Oui. Oui. Bruno Fournier, marche, en haut à droite. Vous êtes où? Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Vous m'entendez? Ah oui, oui, oui. Patrick, Oui, monte un peu, Fournier, s'il te plaît. journaliste. Alors justement, Aurélien... On n'entend pas grand-chose. Non, oui. Oui, là, comme ça. Oui, il faut Oui, tenir, voilà. mais je le dis, je te dirai jusqu'au bout. Il faut tutoyer le micro. Excuse-moi, Guy. Aurélien vient de reparler de la mer, et justement, moi, c'était d'abord une réflexion avant une question qui reviendra à la montagne. Ayant été pratiquant aussi bien de la mer que de la montagne, je me portais un petit peu en faux sur le fait que la mer soit moins dangereuse. Bien sûr, en Méditerranée ou en Bretagne, par temps calme, mais par Force 9, on voit vite ce que c'est que la mer. Et puis, sans parler du Cap Horn, des 50e hurlants, au large de l'Antarctique également, si on veut comparer les drues ou des parois dangereuses à ce qui est dangereux en mer, je pense qu'il faut rétablir les choses un petit peu de ce côté-là. Bon, après... Question ? Oui, alors, oui, sur le plan de la montagne, on le disait, il y a des professionnels qui sont impliqués, des guides,
des moniteurs, des skieurs avertis, des randonneurs avertis. Alors, est-ce que ce que disait Aurélien quand il prépare bien ses sorties, on va dire, sorties, oui. Aussi bien oui. Sur le plan de la météo, sur le plan des jours choisis, de la nivologie, est-ce que quelquefois des professionnels vont pas être pris un peu par c'est une question de journaliste un peu provocante, par l'aspect commercial, le fait que les vacances c'est de telle date à telle date, que des Parisiens qui veulent faire telle chose vont pas pouvoir le faire dans 15 jours. Est-ce que ça joue pas quelque part? Alors, je vais répondre un peu au début. En tout cas, je vais commencer par le début. Quand je parlais de la mer, en disant que la mer était moins dangereuse que la montagne, je parlais surtout du fait qu'il y avait moins de dangers incontrôlables en mer. Ça reste deux sports à risque les deux. Pour connaître les deux, mais c'est un fait. Il y a quand même beaucoup moins. Il peut moins t'arriver de choses qui sont pour le coup incontrôlables en mer. Tu peux avoir des grosses tempêtes, tu peux avoir des grosses vagues, tu peux avoir pas mal de casses, mais tu peux pas avoir de chute de sérac, tu peux pas avoir de crevasse, tu peux pas avoir de chute de pierre. Et il y a pas mal de choses comme ça qui réduisent un tout petit peu les risques par rapport à ceux de la montagne. En tout cas, c'est ma vision des deux mondes. Et alors après, est-ce qu'il y a d'autres éléments commerciaux, de stratégie, et après, etc., qui peuvent influer les éléments commerciaux, les éléments de stratégie pour les guides, peut forcément y en avoir. Hein, la pression pour moi d'un sponsor, la pression de gagner sa croûte pour un guide, donc de dire il y a 15 jours de février, s'il fait 15 jours de mauvais et que les conditions sont dures, forcément les questions se posent. Après, je pense que c'est à chacun d'être, et je pense et je suis quasiment persuadé, que quand un guide va expliquer à son client que les conditions sont mauvaises pour aller faire ce qu'on doit faire et que où il va trouver une alternative beaucoup plus je dirais adaptée par rapport aux conditions, ou la même chose pour moi quand un sponsor va me demander de faire des choses ou par exemple on va monter une expé comme Lee va monter une expé avec des partenaires sur les Tours de Trango, des partenaires, voilà, ils avaient fait une expé avec un début, un objectif. Et au final, tu rentres et tu n'as pas atteint l'objectif. Je ne pense pas que les sponsors lui ont tapé sur les doigts. Donc voilà, non, mais c'est sûr qu'il y a forcément des fois, peut y avoir des pressions. Mais en même temps, ça fait partie de notre métier de professionnel, de l'expérience aussi, de savoir dire non à ces pressions aussi, comme on est capable de dire non à un itinéraire, à une envie. Ok, alors autre question en bas. Alors Aurélien a partiellement répondu à la question, puisque justement je voulais l'amener sur le sujet de... Pardonnez-moi, vous êtes où? Ici, là où vous montriez. Ah d'accord. Ce sera peut-être pour lui aussi, mais surtout pour Aurélien, parce que les exemples auxquels je pense font référence à Lopez. Sur le tournage, quand il a été pris... Julien Lopez. Voilà, Julien Lopez, quand il s'est fait coffrer, et la fois où cette année il s'est fait prendre sur le Freeride World Tour. Donc la question serait, est-ce que... avec les sponsors, justement, vous avez été, toi ou Liv, pris à vraiment faire des trucs que vous n'auriez pas fait sans sponsor. Et est-ce que maintenant, avec, je sais pas, l'expérience, etc., vous revoyez à la baisse les risques que vous prendriez avec ou sans sponsor? Et est-ce que d'ailleurs, dans le prolongement, est-ce qu'avec tous les enjeux en ce moment économiques qu'il y a, est-ce que tu trouves une évolution, par exemple, sur le Freeride World Tour cette année, quand l'étape où Lopez s'est fait coffrer, il y avait quand même pas mal de risques, il y en a pas mal qui ont polémiqué. Est-ce qu'un ancien comme toi trouvent qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils prennent plus de risques ou est-ce que c'est comme avant en fait? Ok, bonne question. Ariane, il y a une question juste de l'autre côté de la travée. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre un petit peu à la fin de la question d'avant, au niveau de la pression des partenaires. Très franchement, moi j'ai toujours mes partenaires, j'ai toujours tout ça. Je pense pas du tout avoir de la pression de mes partenaires. On a des objectifs, on a des choses qu'on veut faire. Après, de la pression, on peut s'en mettre aussi soi-même, aller se dire, te donner des objectifs aussi personnels. Maintenant, j'ai jamais très clairement rien fait entre guillemets sous la pression. Par exemple, quand je suis à l'extrême de Verbier ou sur une compétition comme ça, mon run je le fais pour moi, pas pour mon partenaire. J'en ai entre guillemets un petit peu rien à faire. Je vais prendre les choses pour moi. Et quand je suis en tournage où un partenaire va investir de l'argent là-dedans, je fais par rapport aux conditions. On évolue et on vit dans des milieux naturels où on est guidé par la nature, quoi, très clairement. Et ça, je pense qu'un partenaire ne peut pas le comprendre, il ne peut pas apprécier de toute façon ce milieu-là. Après,
en posant les questions, en revenant sur le Freeride World Tour cette année, sur l'avalanche de Julien Lopez, bah, très clairement, pour le coup, ça c'est un truc, je pensais pas que ça pouvait arriver en compétition. Pour replacer un petit peu pour tout le monde, il y a eu une compétition en Autriche qui était la 2e étape du championnat du monde de freeride cette année, où pendant la compétition, une avalanche est partie sur la face et a emporté un des compétiteurs. En fait, il avait fait son run, il est tombé, perdu ses skis, et en remontant à pied chercher son ski, il y a toute la face qui lui est venue dessus. Alors, ça, j'ai été complètement bluffé par le truc. Il y a quand même 5 mines qui ont été minées, dont 2 à moins de 5 mètres de la cassure de l'avalanche. Et là, pour le coup, alors c'est là où de temps en temps tu te dis, bah quand même, t'as beau faire tout ce que tu penses possible, il y a quand même des surprises. L'avantage, entre guillemets, c'est que là, c'était pas dans un endroit dangereux, entre guillemets. Ça fait des images très impressionnantes, mais c'était pas non plus catastrophique. Donc, bien sûr, j'aime pas voir ça, mais en même temps, c'est vachement dur de mettre les gens en cause, je trouve, dans cet accident-là, parce que je dirais le bilan de sécurité, la sécurisation de la face, a pour moi et pour beaucoup été complètement faite. Maintenant, ça rappelle encore une fois à quel point ce milieu, ce milieu peut cacher de surprises, quoi. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait une autre question ou pas. C'est bon. C'était devant. Moi, rapidement, je pense peut-être... il y avait une question à... Bon, Viviane. Juste une toute petite réaction. Je pense que ceux qui n'ont jamais eu d'accident en montagne, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont les plus prudents et les plus performants. Et ceux qui ont eu des accidents en montagne, c'est pas nécessairement parce qu'ils étaient imprudents et pas performants. Je crois que c'est malheureusement c'est. Il n'y a pas trop de règles, hein, de toute façon. Oui, juste une expérience personnelle auquel j'ai assisté souvent, hein, sur beaucoup d'expéditions himalayennes. On a toujours dit oui, mais c'est parce que les grimpeurs avaient la pression. Non, je peux témoigner. Enfin, les grimpeurs, ils ont leur liberté de choix, etc. Et même dans la course aux 8000, il n'y a pas la pression des sponsors. Quand Pierre Bégin est mort, que je me permettrai de citer tout à l'heure, il n'y avait pas la pression. On peut estimer que Jean-Christophe Lafaille s'est cherché une pression tout seul aussi, et peut-être qu'il a, comme disait Christophe Rella, à sa mort, il a joué au barillet, mais il y avait que des balles dans tous les trous de barillet, donc évidemment on n'en ressort pas vivant. Mais on a beaucoup glosé sur les pressions de la presse, des sponsors, etc. C'est jamais comme ça que ça se joue. Enfin, personnellement, j'en témoigne en tout cas. Alors, une question là-haut, et ensuite la question du bas. Oui ? Ici. Je suis encore plus votre gauche. Oui, je vous en prie. Allez-y. D'accord. Oui, je sais pas si vous regardez au bon endroit. Ah ben je sais pas, on va signaler quelqu'un là-bas, d'accord. Ok, allons-y. Bonjour, je vais essayer d'aller assez vite. Oui, il nous reste, ça va. Moi, j'avais une question sur l'image que vous voulez donner face à ces quand vous faites des vidéos comme ça. Moi, je suis très impressionnée par ces vidéos. Je fais aussi beaucoup de montagne, mais je me dis, la vidéo, c'est un outil de communication. Vous en avez parlé aussi, d'éducation, de sensibilisation. Et je trouve que dans ces vidéos-là, on voit surtout la performance physique, donc d'un sportif, que ce soit en ski, en parapente, en escalade. C'est très impressionnant, mais en plus de ça, est-ce que vous n'avez pas une volonté aussi de faire passer des valeurs, des images? Philippe Deline en parlait tout à l'heure. Il y a un réchauffement climatique qui est présent, on le sait tous. Mais est-ce que c'est pas aussi le rôle de vous, de sportifs, justement de dire voilà, on évolue dans un milieu naturel qui a tout le monde et on a aussi un rôle à jouer dans cette prise de conscience. Ok, merci. Liv, Aurélien, Viviane, Pierre d'ailleurs. Pierre, oui, pardon, Philippe, c'est ça? Voilà. Philippe et Pierre. Allons-y. Oui, il y a plusieurs choses là-dessus. C'est sûr que quand il y a des vidéos, des images qui sortent, il y a un message où
un message ou du rêve qui en ressort. Après, par rapport à je pense qu'on peut, nous, en tant qu'athlètes, effectivement, porter un autre message, plus de sensibilisation par rapport à notre environnement. Et je crois que de plus en plus, c'est en train de se faire. On voit de plus en plus des actions qui sont menées. Et en France, là, il y a un projet qui va débuter fin juin, qui sera un projet dans ce sens-là avec des athlètes dans le massif des Écrins pour sensibiliser justement au bouleversement climatique. Ok, Aurélien. Et pour ma part, alors il y a deux choses. Alors effectivement, il y a je dirais des vidéos performances qui sont basées sur l'image, sur la beauté technique, comme vous le disiez. Et c'est souvent ce qui est le plus vu, ça c'est clair. C'est qu'on a beau essayer de faire d'autres choses, les autres choses sont beaucoup moins vues aussi. Et je suis parrain d'une fondation de la protection de l'eau. Et on a monté des documentaires l'année dernière qui sont diffusés en télé, qui ont été diffusés sur le net, mais qui ont été beaucoup moins regardés que ces vidéos-là également. Et donc c'est pas toujours facile de monter ces projets-là non plus. Moi, ça fait 6 ans que je travaille sur un gros projet autour du monde de documentaire sur l'environnement, et que pour l'instant, j'arrive pas à monter. Donc, c'est pas forcément toujours de la non-volonté de vouloir monter que de la performance. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément toujours à tout faire. Et voilà. C'est bien c'est intéressant de le savoir. Mais si on arrive à monter, il va y avoir 8,52 minutes d'enfer à travers le monde qui vont être chouettes. Bien. Qui vont vous intéresser en tout cas. Voilà. Je fais une offre de Gascon, mais le Festival du Grand Bigouac qui est preneur. Dès que vous avez... Voilà, une question là, et il y a peut-être une autre question là-haut. On en prendra encore 3-4, si vous en êtes d'accord. Et puis, allons-y. Donc Olivier Moret de la Fondation Petzel, c'est pas une question, c'est juste un témoignage. Bon bah non alors. C'est à propos de l'étude que Jacques Leleu a montrée, une étude qu'on a soutenue, dont on est à l'origine. Ce qu'on a essayé avec ça, c'est justement d'objectiver un peu la réalité du risque en montagne, en s'appuyant sur les données des bases de données d'accidentologie de montagne. Et juste 3 petites remarques qui font écho à ce qui a pu se dire. Sur les dangers objectifs, on s'aperçoit en s'appuyant sur des bases de données suisses qui représentent que 3 à 4% des opérations, des déclenchements d'opérations de secours en Suisse. Donc on a souvent tendance à s'imaginer que ces dangers objectifs sont, affectent énormément les montagnards. Bon, en réalité, si on s'appuie sur les bases de données suisses, c'est finalement assez faible. Sur les profils, on a parlé un peu de profils. En ce qui concerne les accidents d'avalanche notamment, on s'aperçoit que les accidents d'avalanche touchent majoritairement des hommes de 40 à 60 ans, donc expérimentés, originaires des régions de montagne, ayant l'habitude de pratiquer. Donc une bonne partie, et moi y compris, des gens dans cette salle. Donc c'est assez intéressant de voir qui est touché par ces dangers et qui est touché par ce risque. Et enfin, une dernière remarque sur c'est quoi la réalité de ces risques, du risque de la montagne. Faut savoir que on a 2 bases de données là, qui sont une base de données française, une base de données suisse. En Suisse, 50% des décès d'accidents sportifs, tous sports confondus, y compris sport collectif, etc., sont dus à des accidents de montagne. Donc ça, c'est une réalité. On a une étude en française qui comporte des biais, une étude de l'Institut national de veille sanitaire, qui montre sur une série statistique de 2010, donc sur 2 ans, 246 accidents sportifs, 99 étaient des accidents de montagne. Donc il y a quand même une réalité objective de ce risque. C'est pas juste un risque qui serait fantasmé. Il y a quand même une réalité de ce risque qui me fait pas plaisir en tant que montagnard, etc. Mais ce risque qui se traduit aussi par quelque chose. Ouais. Bon rappel, Viviane, et puis une autre question là-haut. Oui, après on va rentrer dans les débats de statistiques, mais j'ai l'impression que si dans la comptabilité, les morts par noyade... Alors dans l'INVS, c'est le grand biais. Je parlais d'un biais. Pour l'étude de l'INVS, effectivement, elle comporte
deux grands biais. C'est qu'ils n'ont pas pris en compte les accidents par noyade et ils n'ont pas pris en compte les accidents de vélo. En revanche, l'étude des Suisses, qui est elle beaucoup plus objective, qui est faite vraiment sur tous les sports, y compris tous les sports collectifs, c'est 50% des en même temps, des ils n'ont pas de accidents bord de mer. Ils n'ont pas de bord de mer, certes. Alors, Ok, oui, compris. oui, donc, mais simplement, je pense que c'est aussi important par rapport à ces chiffres qui émanent des bilans d'activité des secours. Hein, c'est quand même qu'il s'agit toujours de données brutes. Et donc, par exemple, y compris sur le fait de pouvoir mettre en ski de rando, c'est un homme de 40 ans expérimenté, hein, et de voir combien d'hommes de 40 ans expérimentés sont sur le terrain à ce moment-là. En tout cas, en termes de chiffres, moi, sur des chiffres que j'ai pu traiter, des statistiques que j'ai pu faire sur un sommet très fréquenté qui s'appelle la Concagua en Argentine, le taux de mortalité, en tout cas, était 3 fois plus faible que sur le territoire français. Hein, donc il y a quand même, ça veut dire des milliers de gens, à peu près, en tout cas à l'époque où j'y étais, 7000 personnes qui étaient là pendant une saison, et on avait une mortalité extrêmement faible, hein, bien que effectivement c'était une mortalité qui, ça reste un drame, et il ne s'agit pas de banaliser le drame que... Oui, il ne s'agit pas de les nier, on est bien d'accord. Hein, hein. Mais en revanche, de bien remettre aussi les choses à leur place et les choses en perspective. Oui. On va encore prendre 2 questions, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord. Oui. Bonsoir. Donc, en fait, moi, ce serait une question pour les 2 sportifs qui sont là ce soir. Parlez de moi. Plus particulièrement pour Aurélien, parce que c'est un domaine que je connais plus que le domaine de Liv. Mais en fait, est-ce que dans le monde d'image dans lequel on vit aujourd'hui, vous pensez que, par exemple, le Freeride World Tour ou le film qui était sorti en début de saison, Days of My Youth, vous m'excuserez pour l'accent, avec le couloir de Cody Townsend, où c'est un couloir vraiment très raide et très très peu large, est-ce que vous pensez qu'on repousse au fur et à mesure des années les limites dans vos sports à cause de l'image, ou si c'est juste les sportifs qui veulent se repousser les limites pour eux-mêmes et pour justement ce que vous dites, se sentir vivant, quoi? Alors, bonsoir déjà. Non, je pense que tout ça est une progression. Ce qu'on appelle le freeride, le free ski aujourd'hui, le backcountry, et compagnie, c'est des sports qui sont très jeunes. C'est des sports qui ont une petite quinzaine d'années à peine, et que c'est des sports qui sont encore en pleine progression et qui vont continuer à être de plus en plus impressionnant, parce que moi, quand j'ai commencé le freeride, j'avais 20 ans. Avant, j'étais skieur, sauf qu'aujourd'hui, les freeriders, ils commencent à l'âge de 10 ans. Donc ils arrivent, ils sont déjà très forts à 20 ans et ils seront encore plus forts à 30 ans. Donc c'est des sports jeunes et ça va continuer à progresser. Je pense pas que ce soit l'image qui fasse ça, parce que d'autant plus que je pense très, très clairement que la progression d'un sport passe par l'adversité, donc par la compétition. Ce sera plus le Freeride World Tour qui va faire monter ce niveau-là. Et après, quand on regarde les images aussi, il faut toujours un petit peu regarder, gérer un petit peu d'un autre angle, parce que c'est toujours très bien filmé, avec plein d'hélicos, avec plein de GoPro, des choses incroyables. Et tu parlais de la ligne de Cody Townsend, qui est un Américain qui a une ligne en Alaska, que vous avez certainement vu sur Internet, un couloir très très fin qui se referme en fait. Et c'est magnifique, mais techniquement, c'est pas, ça paraît complètement fou, mais ça l'est pas tant que ça au final. Il n'a rien inventé, tu vois. Donc par contre, tu vas prendre un Candide Tovex, là, c'est un petit peu différent. Donc il faut aussi faire un petit peu attention. Je veux pas du tout critiquer Cody, parce que la ligne qu'il a trouvée est juste extraordinaire et magnifique. Mais par contre, la mise en scène en fait beaucoup également. Ok. Voilà. Allez, on prend une dernière réaction ou... Oui, une question là-haut. Il y en a 3. Alors on va faire vite, parce que, oui, allô, comme d'habitude, nous souhaitons terminer à l'heure. Bonsoir, ici. Oui. Voilà. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la prise de risque, et notamment au niveau de l'instinct. Parce que dans les formations, on apprend beaucoup de choses, le matériel nous apporte beaucoup, mais l'instinct, pour moi, joue quand même une part importante.
Et je voulais voir un petit peu, c'est souvent relié aussi à l'expérience, et notamment plus on a le temps, plus on est capable de prendre la bonne décision et suivre son instinct par rapport à quand on a moins de temps. Et on peut voir ça sur quelqu'un qui vient à la montagne avec très peu de temps devant lui. Il va peut-être pas prendre la bonne décision. Est-ce que vous arrivez à réagir là-dessus? Avant que Liv réagisse, Viviane, c'est quoi l'instinct? Alors nous, en tout cas, en termes en sciences humaines et sociales, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on va appeler l'intuition. Et Oui, l'intuition, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de base de données statistiques que l'on imprègne au fur et à mesure des années et qui nous permet de prendre un certain nombre de décisions, de dire bah, tiens, celui-là, je le sens pas. Voilà. Et dans un certain nombre de cas, ça marche bien. Alors l'instinct, contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas besoin de temps ou d'un temps long, d'un temps court. Généralement, votre intuition elle va être disponible voilà, de manière assez spontanée. En revanche, ce qu'on sait sur les limites de l'intuition, c'est que l'intuition fonctionne super bien tant que vous êtes dans des situations routinières, donc où il n'y a pas de données surprenantes. Hein. Mais en revanche, si vous êtes dans une situation avec un signal, par exemple, que vous n'avez pas l'habitude de traiter, vous allez le rater. Voilà. Donc en fait, l'intuition nous aide beaucoup et c'est super bien de ça. Mais en revanche, si vous savez que dans cette circonstance, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de données qui ne sont pas les données habituelles, méfiez-vous de votre instinct, parce que là, on touche à la limite du système. Mais sinon, c'est un super objet. Liv ? Merci. Bah, du coup, je suis perturbée par... C'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Donc... Non, non. Pas mince, alors. Je pense que dans des situations où voilà, il y a un événement inattendu qui survient, on va réagir d'une certaine façon en fonction de son expérience et aussi de son état intérieur. Des fois, on peut avoir beaucoup d'expérience, mais être dans un état de fatigue ou avoir l'esprit occupé par quelque chose et pas du tout bien réagir ou prendre la bonne réaction. D'autres fois, on peut peut-être être jeune dans le milieu de la montagne et puis adopter juste la parfaite réaction parce que soit on a eu de la chance, soit juste les petits vécus qu'on a eu avant nous permet d'opter pour la bonne décision ou la bonne réaction. Mais globalement, je pense que, mais c'est mon avis personnel après, je pense que voilà, plus on est en montagne, plus on est confronté à des petites situations avec des fois des petites alertes, mais pas vraiment très dangereuses, mais des petites alertes quand même. Ça permet de construire un certain répertoire derrière pour adopter personnel, voilà, pour adopter des réactions dans des moments où il y a quelque chose d'inattendu et de dangereux qui peuvent survenir. Alors, 2 petites questions, réponses rapides. Alors, ceux qu'on a notés, une là et une au milieu, je crois. En haut à gauche, l'autre gauche. Voilà. Ah, mais c'était pas celle qui était prévue, hein. Allons-y, mais après on sera obligé d'arrêter. Hein. À vous écouter, je ferai une différence entre la notion de risque et la notion de danger. Autant le risque me semble lié à quelque chose d'objectif. En revanche, le danger me paraît plus lié à quelque chose du comportement, de la performance, du comportement, de l'attitude face au risque. Un exemple, il me semble qu'il y a un endroit qui est très peu risqué, mais très dangereux. Il faut savoir que la plupart des gens meurent dans un lit. Donc faites gaffe tout à l'heure. D'accord, donc c'était une remarque. Hein, c'était sur... Il n'y a pas de lit forcément à 50 degrés. Allez, les 2 dernières questions, hop et hop. Oui ? Vous évoquiez tout à l'heure le fait que la notion de risque... Qui parle, là ? Ici, par là. Là-haut, là-haut. Ah bon, mais attention, hein, donnez plus le micro à tout le monde parce qu'on va pas y arriver. Donc là et là, dans ce cas-là. Ok. Oui, donc vous évoquiez le fait que la notion de risque évoluait en fonction de l'endroit d'où on provenait, du pays par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement penser que le risque change aussi en fonction du temps ? Par exemple, je pense à la pratique de l'alpinisme, où lorsque les premiers alpinistes sont partis avec du matériel léger sur des expéditions à la journée, on les présentait comme des fous et des personnes qui prenaient énormément de risques, alors qu'aujourd'hui c'est devenu la norme. Oui. En somme, est-ce qu'on ne peut pas dire que Kilian Jornet, qui aujourd'hui est présenté parfois comme quelqu'un d'inconscient en montant sur le Mont Blanc en courant,
qui sait, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, cela sera devenu la norme pour la plupart des alpinistes. Alors, qui répond à ça? Bonne question. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le risque, c'est avant tout une construction sociale qui est dépendante du lieu et de l'histoire. Et donc effectivement, qu'un certain nombre de choses qui sont illégitimes à une période donnée deviennent légitimes, comme Vincent Don et Henri, qui étaient des précurseurs de l'alpinisme hivernal, qui était fait par que quelques-uns à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, l'alpinisme hivernal, c'est rentré tout à fait dans les mœurs. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument. Ok. Allez, hop. Allez-y, c'est à vous. Oui, au-dessus, là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Il n'y avait pas une dernière au milieu, là? Ah, il me semblait bien. Voilà. Non, mais c'est vous qui avez gagné, c'est au milieu. Non, mais je ne veux pas vous presser, voilà, mais je prends toujours attention parce que collectivement, voilà, il y a un moment où il faut qu'on arrête. Alors bonsoir, moi j'ai une question concernant en fait le terme d'habitus. Savoir si en fait, à force de cumuler les sorties en montagne, les prises de risques, etc. Tout à l'heure, donc on a sorti des statistiques d'un homme qui avait 45 ans, qui avait peut-être plus tendance à être exposé à l'accidentologie en montagne. Est-ce que le fait de cumuler les expériences, est-ce que ça ne deviendrait pas justement une habitude en fait chez le pratiquant et qui le pousserait à peut-être perdre des réflexes dans sa prise de risque et du moins à son exposition, quoi. Oui. En revanche, c'est arrivé à des Himalayas dont on a dit que c'est ce qu'on appelle un peu aussi l'expédition de trop, etc. C'est-à-dire qu'il faut vivre à 150 et quand on n'est plus qu'à 90, on prend aussi par habitude. Oui, mais je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Non, mais en tout cas, je trouve la réflexion vachement intéressante. Et oui, effectivement, la routine, tu sais, où toujours... on a la chance quand même d'évoluer dans un milieu qui, lui, est en perpétuel mouvement. Donc je pense qu'il nous empêche quand même pas mal un petit peu de s'endormir sur nos lauriers et ainsi de suite. Mais effectivement, de répéter les choses en permanence, je pense que c'est assez mauvais, comme vous le dites, et on peut vite, au final, répéter un espèce de schéma et qui forcément ne colle pas à un élément qui est en perpétuel mouvement. Et à l'inverse, on a justement la chance d'avoir cette évolution qui t'oblige justement à booster, à voir les choses tout le temps un petit peu différemment suivant les conditions. Je ne sais pas si j'ai répondu. Juste, dernière question, est-ce que justement pour casser ce schéma, il faudrait donc davantage explorer d'autres pratiques pour éviter effectivement de s'endormir? Pour la même personne, vous voulez dire? Oui, par exemple, faites du bateau l'été. Un pratiquant de parapente, on a tendance à dire que le parapente c'est simplement voler, mais il y a plein de façons de voler, de pratiquer le parapente. Ah oui. Et je veux dire, est-ce que justement, il ne faut pas s'ouvrir davantage, en fait, un pratiquant, plutôt que rester généralisé, s'amuser à devenir un peu plus polyvalent dans les singularités de la pratique pour écarter le risque. D'accord, Viviane. En tout cas, dans l'hygiène, en quelque sorte, qui me semble être appropriée à ce que vous dites, je pense que vraiment, une chose qui est jamais mise en avant et qui a priori pas grand-chose à voir avec la prudence, c'est la créativité. Simplement parce que en montagne, comme le disait Aurélien, quand il regarde un endroit où il va vouloir skier, il va regarder un plan A, un plan B, un plan C, une échappatoire ici, quelque chose d'autre là, et donc avec un certain nombre de scénarios, comme ça, une arborescence. Et en fait, j'ai l'impression que tant qu'on a cette fraîcheur-là, qui nous permet simplement de voir que peut-être qu'on va faire comme d'habitude et faire cette rando qu'on fait entre types de 40 ans dans le coin parce qu'on la connaît par cœur. Peut-être qu'en tout cas en gardant à l'esprit que dans cette rando, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Comment on peut s'y prendre autrement? Est-ce qu'on peut partir plus tard, plus tôt? En tout cas, de re-questionner un certain nombre de choses est une nécessité. En tout cas, et du coup, c'est une sorte de créativité. Alors, comme vous dites, on peut varier les plaisirs aussi, pour éviter de tomber dans des routines qui sont extrêmement dangereuses en montagne. Allez, la dernière au milieu.
Oui, alors ma question c'était pour Liv et Aurélien. Je voulais savoir si dans votre pratique il vous arrivait d'avoir peur et si oui, comment vous gériez ça. Et surtout pour toi, Liv, est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté le base jump? Revenons au point de départ, donc le base jump. Le fameux base jump. Non, en fait, le base jump, bon, j'en ai pas pratiqué pendant beaucoup d'années. Hein. J'en ai fait pendant 2 ans. Et puis, je me suis rendu compte quand même que c'était un sport extrêmement dangereux. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et puis, je fais aussi beaucoup d'autres choses à côté. Je suis partie en expédition 3 fois dans la même année. Enfin, il s'est passé presque 15 mois où j'ai pas du tout sauté en base parce que j'étais à l'étranger pour grimper ou découvrir d'autres endroits de la planète. Et je me suis rendu compte que ça me manquait absolument pas. C'était pas quelque chose dont j'avais besoin ou qui m'apportait. Enfin, j'étais complètement heureuse sans sauter et c'était pas quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Donc je me suis dit bon, c'est le sport le plus dangereux que tu pratiques. Ça te rend pas, ça t'apporte rien de plus en fait dans ta vie. C'est peut-être le bon moment pour arrêter et j'ai vendu du jour au lendemain tout mon matériel. Après, je pense que ben oui, des frayeurs, on en a, des peurs, on en a. Ben voilà, typiquement quand Serac il nous est arrivé dessus très rapidement, ben il y a eu la peur, mais en fait tout de suite il y a eu le réflexe de il faut sortir de là, il faut pas qu'on reste dans ce couloir. Donc il faut un échappatoire. Je pense que voilà, faut pas se laisser envahir, submerger par la peur, mais il faut être dans l'action, dans la réaction. Je pense que c'est plus dur quand on est spectateur, des fois impuissant. Il marche toujours mon micro ? Bien sûr, on t'entend très bien. Ça peut arriver des fois qu'on se trouve spectateur un peu impuissant une autre cordée qui est en difficulté ou une chute de pierre qui tombe sur quelqu'un d'autre. Là, il y a de la peur et là, on peut pas faire grand-chose. Et ça, des fois, c'est un peu plus difficile à vivre. Ouais.